Du contenu choc nous attend dès le pas de la porte. La vue satellite rappelle un cratère de météorites. Ces complexes ont littéralement été assemblés comme un Lego géant. C'est comme si Giger s'était inspiré des édifices d'ici pour concevoir l'univers d'Alien. Comment distinguer les temples les plus anciens du reste? Je vous montre. L'Inde est un pays où les religions, les styles architecturaux et les époques se sont entremêlés dans un écheveau d'une complexité inouïe que plus personne ne parviendra sans doute à démêler. Mais aujourd'hui, nous nous attaquons à cette lourde tâche. Nous allons isoler les temples véritablement anciens afin de prouver que l'Inde nous a laissé d'incroyables vestiges de la présence, par le passé, d'une ancienne civilisation hautement développée. Nous examinerons également des complexes monolithiques taillés à même la roche et nous parlerons des Vimana. Désormais, les édifices d'Inde sont eux aussi ajoutés à ma carte des constructions anciennes, accessible à mes soutiens sur Patreon. Usine de construction de Warangal. Le fort de Warangal est une véritable énigme mégalithique au cœur de l'Inde, abritant d'importants témoignages et artefacts d'une ancienne civilisation hautement développée. La vue satellite rappelle à s'y méprendre un cratère de météorites. Il s'agit en fait de 2 niveaux de fortification du fort et d'un lac à proximité immédiate de l'édifice central qui ressemble de manière suspecte à un cratère d'explosion. Les murs du fort sont assemblés en appareil polygonal constitué de blocs particulièrement imposants, naturellement sans le moindre mortier. Au centre se dressent les ruines de cette fameuse proto-civilisation. Un périmètre de 150 mètres sur 132 est jonché de mégalithes anciens en basalte noir, en granit gris et rose, ainsi qu'en stéatite. Ces portes des étoiles de 10 mètres de haut sont composées d'immenses blocs de granit gris parfaitement ajustés les uns aux autres. La ligne électrique située juste à côté offre un contraste assez amusant. On compte 4 immenses arches en pierre de ce type dont la hauteur dépasse de 3 fois celle d'un éléphant. Des portes véritablement uniques. Les archéologues et les historiens affirment qu'il s'agissait des 4 entrées du fort. On l'a baptisé « fort » parce qu'à partir du XIIe siècle, plusieurs armées l'ont effectivement utilisé comme base fortifiée pour s'y défendre. Mais l'ensemble de ces structures en pierre existait incontestablement bien avant les invasions arabes. En 1310, un général du roi Alaouddin Khilji a tenté de détruire ces arches, mais il n'a réussi qu'à abîmer légèrement quelques pierres avant d'abandonner le projet. À cette époque, il était déjà difficile de simplement démolir un tel ouvrage, alors que dire de sa création? Ce bloc pèse environ 15 tonnes. Quelqu'un l'a sculpté de manière filigrane avant de le hisser à 10 mètres de hauteur. Le célèbre blogueur Pravin Mohan a tenté de trouver un sens profond à ces découpes dissymétriques au sommet des portes, en élaborant des théories fantastiques sur des lasers et ainsi de suite. Pourtant, il n'a tout simplement jamais vu les photos de Warangal datant d'il y a 100 ans. Au début, je pensais que ces entailles avaient été faites par les restaurateurs pour une raison quelconque, mais en y regardant de plus près, j'ai compris que la structure s'était tout simplement écartée. Si l'on réalignait le tout, il n'y aurait plus aucun jeu. Les blocs supérieurs s'emboîteraient à nouveau parfaitement à leur place. D'ailleurs, les restaurateurs ont fait n'importe quoi ici. Que pensez-vous de ce chef-d'œuvre d'architecture? Ce sont des éléments de plafond disposés de côté et scellés au mortier. Et des réinterprétations de ce genre, il y en a un grand nombre ici. Je pense que le spectateur attentif aura déjà compris qu'à l'exception des 4 arches et des immenses dalles reposant sur le sol, l'aspect actuel du complexe n'est qu'une tentative des restaurateurs d'assembler les pièces préservées selon une certaine logique sur le périmètre. Prenez par exemple ce lingam. Ils l'ont trouvé à proximité et l'ont installé là. Il est donc crucial pour nous de nous concentrer uniquement sur les pièces d'origine. Et il y a de quoi faire. Chaque élément ici est une énigme fascinante. Même le sol offre un aspect curieux. Ces éléments mystérieux rappellent d'ailleurs le site de Tiwanaku en Bolivie. Je peux tout à fait imaginer comment fabriquer cela en plastique avec une imprimante 3D, mais mon imagination ne suffit pas pour concevoir comment des éléments aussi complexes auraient pu être exécutés à la main sans commettre la moindre erreur ni provoquer d'éclat. Même en spéculant sur le moulage et les techniques de béton, il aurait fallu un coffrage d'une complexité incroyable. L'une des cartes de visite de l'Inde reste ces colonnes d'une grande complexité, et ce n'est même pas le modèle le plus spectaculaire, bien qu'il soit déjà très impressionnant. Pour être tout à fait honnête,
il ne me voit pas évoquer le passé, mais plutôt l'avenir. Ces éléments rappellent l'intérieur d'une station spatiale tout droit sortie d'un film de science-fiction. Et voici une grille très intéressante, ornée de motifs d'une finesse joaillière. On y retrouve également ces mêmes colonnes représentées en miniature. Il y a aussi ce mur décoré de danseuses qui rappelle celle du Cambodge. Cet élément frappe par son polissage remarquable. Il en reste même une agrafe métallique. Le lingam mentionné plus haut est un cylindre à la forme parfaite, façonné dans du basalte noir et poli jusqu'à obtenir un éclat miroir. Il est impossible de réaliser un tel ouvrage sans outils mécaniques. Pour ne laisser aucune trace d'outil, il faut faire tourner cette pièce 15 fois plus vite que sur un tour de potier, sans compter que l'outil de travail devait, au bas mot, être en acier. Bien sûr, impossible de passer à côté de la représentation de ces géants en basalte. En somme, on trouve ici des centaines de mégalithes anciens et au moins autant de questions en suspens. La principale d'entre elles, quel phénomène a bien pu disperser des blocs d'une telle taille en arrachant littéralement d'imposants morceaux comme s'il s'agissait de carrés de chocolat? On a l'impression que le complexe a été pilonné par des missiles balistiques. Autre énigme majeure, comment les portes ont-elles pu rester debout au milieu d'un tel désastre? Il y a ici un nombre de pièces détachées qui interpellent. On compte par exemple près d'une centaine d'éléments de plafond spécifiques à ces structures. Comment autant de temples auraient-ils pu tenir sur un espace aussi réduit? Cela laisse à penser que ce lieu servait plutôt de centre de fabrication, d'où ces composants étaient ensuite transportés à travers toute l'Inde. Ce n'est pas un hasard si Warangal occupe une position si centrale dans le pays. De plus, le lac voisin ressemble bien plus à une carrière inondée qu'à un plan d'eau naturel. L'extraction de blocs de granit s'y prête particulièrement bien, étant donné qu'une grande partie de l'état du Telangana repose sur une immense dalle granitique. À ma connaissance, ce n'est pas le seul affleurement rocheux de ce type. Le fort de Bhuvanagiri, situé dans le même état, est bâti sur une formation similaire. Tout porte à croire que nous avons mis au jour l'un des centres de production de cette ancienne civilisation. Voyons maintenant ce qu'elle construisait à partir d'ici. Bhojeshwar. Cette construction dans le nord de l'Inde se distingue nettement du reste des vestiges anciens de la région. Tout d'abord, elle est carrée, bâtie en grès et caractérisée par un gigantisme peu commun pour les édifices locaux. De l'extérieur, elle évoque une certaine ressemblance avec le second temple de Jérusalem. La porte d'entrée atteint à elle seule 10 mètres de haut. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Voici un parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand on photographie des vestiges anciens. Que voyez-vous ici ? Il s'agit pourtant de l'un des plus grands Shivalingam au monde. 5,5 mètres de haut pour un diamètre de 2,3 mètres. Mais c'est son socle qui m'impressionne encore le plus. Les visiteurs paraissent vraiment nains à côté. Le temple de Bhojeshwar est considéré comme inachevé. Des blocs parfaitement façonnés ont été retrouvés à proximité sans jamais avoir été posés. Et le sommet ne comporte pas la tour classique, dont on n'a d'ailleurs retrouvé aucun fragment. À côté du bâtiment, gît cette statue inachevée d'une taille fort respectable, ainsi que plusieurs blocs particulièrement curieux. Le deuxième complexe particulièrement inhabituel est le Temple du Soleil à Konark, dont l'aspect visuel rappelle même légèrement les cités mayas. Lui aussi est gigantesque et représente, dit-on, le char en pierre géant du dieu Surya. Il repose sur 12 paires de roues massives qui symbolisent les heures de la journée et le cycle des saisons. De nombreux habitants locaux affirment qu'autrefois, le sanctuaire central abritait un immense aimant en fer qui maintenait la statue principale du dieu du soleil suspendue dans les airs. Des voyageurs européens ont même écrit que cet aimant était si puissant qu'il dérangeait la navigation des navires passant au large. Auparavant, le temple était couronné d'une immense tour, mesurant environ 70 mètres de haut, ce qui en faisait l'un des plus élevés d'Inde. Il est toutefois bien difficile de confirmer cette information. De manière générale, ce complexe a subi tellement de restaurations qu'il est extrêmement compliqué d'y démêler le vrai du faux. C'est pourquoi nous allons poursuivre notre quête de vérité ailleurs. La demeure des dieux. Mandir, c'est ainsi que l'on nomme les temples hindous en sanskrit. En Inde, leur nombre se compte par millions, et la vaste majorité d'entre eux, environ 85%, appartient précisément à la tradition hindouiste. Cette religion est l'une des plus anciennes de la Terre, plongeant ses racines dans la période védique dès le 3e millénaire avant notre ère. Aujourd'hui encore, elle demeure la plus pratiquée du pays, réunissant plus de 80% de croyants.
Les chercheurs ont identifié 6 grands styles architecturaux répartis à travers le territoire. Nagara prédominant dans le nord, Dravidien emblématique du sud, Vesara centre-ouest, Kalinga propre à l'est, Himalayenne située dans les régions montagneuses du nord, Kerala spécifique à l'état du Kerala dans le sud-ouest. Après avoir bien creusé dans tout ce méli-mélo, j'ai compris une chose essentielle. Comment distinguer les temples les plus anciens de tout le reste? Regardez bien, si vous observez depuis un satellite une vaste zone clôturée abritant des bâtiments rectangulaires, des tours sur son périmètre et ce type de toit bien particulier, soyez sûr que sur place vous attend un temple de style dravidien, datant du XIIe siècle, repeint de couleurs éclatantes. Dans ces édifices, il n'est pas rare de tomber sur des représentations modernes d'Indiens moustachus façon Bollywood, au milieu de foules inépuisables de fidèles et de touristes. Si, en revanche, vous voyez une architecture extravagante et envoûtante, un édifice doté de dizaines de flèches et de plusieurs étages, félicitations, vous avez trouvé un menhir de style Nagara. Fabriqué en grès et en galets, il a vraisemblablement été construit au Moyen-Âge et restauré à maintes reprises. En revanche, si vous apercevez au milieu de nulle part un temple souvent isolé et discret, qui ressemble vu d'en haut à un mandala ou à une étoile à plusieurs branches, c'est là que toute une série de surprises vous attend. Ces fameuses colonnes hallucinantes, comme sculptées autour, des bas-reliefs représentant des géants, et une exécution d'une qualité incroyable pour les détails les plus minimes gravés dans la pierre. On associe souvent ce style au Vesara, mais en observant ces temples de plus près, on réalise que leur architecture est en réalité radicalement différente. La véritable antiquité de l'Inde. Commençons par le temple de Veera Narayana, situé dans le village de Belavadi. Voici à quoi ressemble le village vu du ciel, et voici Veera Narayana. On dirait tout simplement des bâtiments de Protoss sortis du jeu StarCraft, posés en plein milieu du village. Le temple compte 3 sanctuaires, chacun abritant une statue sacrée sculptée dans du schiste chloriteux noir. Il s'agit, dit-on, de 3 hypostases du dieu Vishnu. C'est celle-ci qui m'a le plus plu, retenez bien ce visage. On trouve également dans ce temple 108 de ces fameuses colonnes extraordinaires, qui créent une atmosphère véritablement cosmique. Pour rappel, 108 est considéré comme un nombre sacré dans l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme. Plus impressionnant encore, aucune de ces colonnes ne se répète. On raconte que cela symbolise la diversité infinie de la manifestation divine. Mais bon, il se peut aussi qu'ils n'arrivaient tout simplement pas à fabriquer des colonnes parfaitement identiques. On y trouve des bas-reliefs particulièrement intéressants, illustrant des thèmes de la mythologie indienne antique, ainsi que cet homme à tête de lion. Fait curieux, une partie des éléments de ce temple a été transférée en son temps vers 2 autres sanctuaires, ceux de Hoysaleswara et de Chenakesava. Jetons-y un coup d'œil. Le complexe de Chenakesava, situé à 20 km au sud-ouest, se compose de plusieurs bâtiments du même genre. Le contenu choc nous accueille dès le seuil. On en vient vraiment à se poser des questions sur l'existence d'une ancienne machine à commande numérique. En effet, sur la façade de tous les bâtiments du complexe, il n'y a pas un seul espace vierge. Tout est recouvert de figures géométriques complexes, de motifs et de bas-reliefs. Il y a même des scènes assez choquantes. Et bien sûr, impossible de passer à côté des nagas. Parmi les éléments insolites, on trouve ces mandapas et des murs percés d'ouvertures à la forme qui nous est déjà familière. Un petit clin d'œil à l'usine de Warangal. Bien entendu, on retrouve ici ces mêmes colonnes, et certaines d'entre elles sont tout simplement incroyables, comme celle-ci, un spécimen très rare et d'une complexité inouïe. L'esprit a du mal à concevoir comment ils ont réussi cela, alors que la moindre erreur aurait tout gâché. Si l'extérieur dépasse l'entendement, que dire de l'intérieur? C'est tout simplement hors de ce monde. Avec notre logique, il nous est extrêmement difficile de comprendre pourquoi ils se sont donné tant de peine. Ces gardiens de Shiva à l'entrée du sanctuaire sont de véritables chefs-d'œuvre. Ils se distinguent par leur couleur car ils ne sont pas taillés dans la stéatite grise, mais dans la stéatite noire. Au centre du sanctuaire principal se dresse cette statue en granit de Chenakesava, prétendument l'une des incarnations de Vishnu, de 6 mètres de haut. Et cette étrange créature s'appelle un yaksha, un demi-dieu ou un esprit mythique possédant à la fois des traits humains et animaux. Il est souvent représenté avec une tête ou un corps dédoublé, ce qui symbolise la dualité,
l'union de différentes forces et leur lien avec la nature, la magie ou les pouvoirs surnaturels. Pour rappel, l'une des idoles de Veera Narayana avait exactement la même apparence. Et lorsque je me suis rendu au temple d'Hoysaleswara, dans la petite ville de Halebidu, j'ai découvert qu'il était loin d'être le seul. Même depuis les images satellites, on peut voir tous les 50 mètres des constructions étranges, presque fantastiques. Et c'est sans compter celles qui sont enfouies sous terre. C'est comme s'il y avait eu ici une ville antique tout entière, où ces soi-disant temples servaient de magasins ou de bâtiments universitaires. Et en effet, l'histoire officielle confirme que cet endroit était la capitale temporaire de l'empire Hoysala. On trouve ici suffisamment de ruines passionnantes qui peuvent nous en apprendre long. Regardez par exemple à quoi ressemblent réellement ces éléments dans les fondations des temples antiques. Il s'agit en fait d'immenses monolithes dotés d'encoches. Il s'avère que ces complexes étaient assemblés au sens propre du terme, comme de gigantesques pièces de Lego. Et on y trouve aussi des éléments plus petits. Un puits très mystérieux avec des mandapas qui ressemblent à une sorte de transformateur à refroidissement liquide. Dans le lac voisin, on aperçoit une jetée circulaire manifestement faite de mains d'hommes. Sur les photos prises sur place, on distingue les restes de pierres taillées qui faisaient partie d'une structure quelconque. Et bien sûr, la perle de ces lieux, ce sont les temples jumeaux d'Hoysaleswara et de Shantaleswara. Le complexe se compose de 2 bâtiments reposant sur une même plateforme. L'un serait dédié à Shiva, l'autre à Parvati. Leur structure est identique, à ceci près que dans le bâtiment de Shiva, en plus du sanctuaire, du mandapa et de l'autel avec le taureau Nandi, on trouve également au fond un sanctuaire dédié à Surya, la divinité solaire. Il est truffé de pratiquement tous les mêmes éléments que le temple de Chenakesava. On y compte 2400 figures uniques d'animaux et de divinités, des panneaux sculptés, des colonnes stupéfiantes et des plafonds d'une complexité extrême. Les bâtisseurs de l'époque n'ont pas laissé le moindre espace vierge sur la structure. Tout est ciselé de motifs et de dessins extrêmement complexes, comme un œuf peint. Le mot « minimalisme » leur était visiblement inconnu. Au lieu des idoles, le centre de ces bâtiments abrite cette fois des Shivalingam. Et voici un bloc à Hoysaleswara qui présente tous les signes d'un moulage de pierre. Si ce n'est pas le travail de restaurateur, il s'agit alors d'un bloc directement coulé en basalte. Et voici l'une des raisons pour lesquelles le complexe d'Hoysaleswara est considéré comme la structure architecturale la plus détaillée d'Inde. Ce gardien, ou Dvarapala, est d'une qualité d'exécution incroyable. Chose intéressante, les visages ont été traités avec beaucoup moins de détails que les ornements ou les attributs. Une statue sculptée avec un tel niveau de finition ne peut être comparée à rien d'autre. Il est peu probable que vous trouviez chez les sculpteurs modernes des œuvres ne serait-ce que comparables en complexité et en précision. Et en Inde, il y en a des milliers, pour peu qu'on sache où chercher. Dans l'Antiquité, cette région s'appelait Dwarasamudra, ce qui signifie en sanskrit « la porte vers les grandes eaux ». Elle est intéressant de noter que chacun des complexes mentionnés ci-dessus se trouve à proximité d'un lac. Et sur plusieurs de ces lacs, on trouve ce qui ressemble à des îles artificielles abritant des temples, sur le modèle des Mebons du Cambodge. Éléments de style. D'abord, comme je l'ai déjà dit, tous ces temples adoptent un plan dit en étoile. Il est difficile de trouver le mot exact pour décrire cette forme. Je me contenterai de souligner une série de ressemblances visuelles avec Angkor Wat. La plateforme sur laquelle repose le temple présente souvent des panneaux décoratifs particulièrement élaborés. Le bâtiment lui-même se compose généralement d'un mandapa, la salle de prière, et d'un vimana, le sanctuaire principal. À l'intérieur du vimana se trouve soit une grande statue, l'idole principale à laquelle le temple est dédié, soit un Shivalingam. De plus, bien que ce ne soit pas le cas dans tous les temples, on trouve parfois un Nandi Mandapa séparé, qui abritait la statue du taureau sacré Nandi. Les plafonds d'ici possèdent sans doute la finition la plus complexe que j'ai jamais vue dans des constructions antiques. Et bien sûr, les fameuses colonnes divisées en 4 types. Le premier, des colonnes circulaires, lisses et polies jusqu'à obtenir un effet miroir. Le deuxième, des colonnes circulaires, mais intégrant un élément rectangulaire. Le troisième, des colonnes ornées de motifs et de bas-reliefs. Et enfin, toutes les autres colonnes aux formes totalement extravagantes. À l'extérieur, les bâtiments ne laissent généralement aucun espace vierge. Tout est orné de bas-reliefs représentant des animaux
des divinités et des événements du passé. Un élément caractéristique réside dans ces statues de divinités accompagnées de petits personnages à leur côté. C'est, pour ainsi dire, la seconde carte de visite de l'Inde ancienne. De plus, on trouve presque toujours dans chaque temple au moins une créature au corps humain et à la tête d'animal, qu'il s'agisse d'un éléphant, d'un lion, d'un sanglier ou même de quelque chose de plus mystérieux encore. 3 matériaux principaux ont été utilisés pour la construction du complexe: le granit, le basalte et la stéatite. On y trouve des lingams faits de ces 3 matériaux. Les plateformes inférieures, les marches et certains éléments porteurs étaient réalisés en basalte ou en granit et tout le reste en stéatite, aussi appelée pierre olaire. Cette pierre est 4 fois plus facile à travailler que le granit. Elle retient bien la chaleur et se refroidit lentement. C'est pourquoi de nos jours, on l'utilise souvent pour le parement des poêles et des cheminées, pour fabriquer des pierres de sauna, de la vaisselle et diverses statuettes. Quant aux bâtisseurs de l'Antiquité, ils y découpèrent des colonnes d'une beauté incroyable, des plafonds, de gigantesques dalles au centre des mandapas, ainsi que le décor extérieur et intérieur des temples. Un mot concernant les colonnes. En Inde, on peut trouver des sites de fabrication de ces colonnes, et on y voit qu'elles se composaient de 2 voire 3 parties. Il ne fait aucun doute qu'on a utilisé ici de gigantesques tours à bois ou à pierre pour faire tourner ces dômes énormes. Malgré les gens qui écrivent dans les commentaires que les Indiens locaux fabriquent encore aujourd'hui de tels spécimens sans problème, aucun cas n'a été officiellement enregistré où quelqu'un a pu reproduire cela. Voici ce que ChatGPT m'a répondu à ce sujet. La reconstitution de telles colonnes est un travail complexe et coûteux. Les artisans modernes préfèrent réaliser des colonnes et des statues plus simples dans le style Hoysala, plutôt que des copies exactes. Et ce n'est pas étonnant. Je vous rappelle également ces colonnes qui présentent des fentes décoratives si petites qu'on peut y faire glisser un brin de paille. Mais pour vous convaincre définitivement qu'il y a eu ici recours à des technologies de pointe, je vous transporte à Ramappa. C'est d'ailleurs un excellent exemple de temple fortement restauré. Premièrement, presque tout le temple est aujourd'hui en grès, et deuxièmement, ces statues sont en basalte. Si vous y regardez de plus près, vous comprendrez qu'il s'agit d'une réfection moderne. Elles sont bien trop différentes de toutes les autres statues en stéatite que nous avons vues ici. Je me risquerais à supposer qu'avant sa restauration, Ramappa ressemblait à peu près aux ruines du complexe de Kotagulu, situé à 9 km de là. C'est à cela que ressemblerait la majeure partie de ces complexes si personne ne les avait restaurés. Et nous voyons ici des éléphants supportant des lions, ou des divinités mystérieuses. Et il n'y avait aucune danseuse dans le style des studios Disney ici. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que le sol, les colonnes, les plafonds et les blocs près de l'autel à Ramappa sont visiblement restés d'origine. J'étais déjà prêt à croire que les Indiens auraient pu tout faire à la main à partir de pierres olaires. Mais ensuite, j'ai vu ceci. Mes amis, vous avez devant vous un seul bloc monolithique qui forme le mur à l'entrée du lingam. Et là, j'ai été stupéfait. Essayez au moins de dessiner une chose pareille. Et ici, à cette échelle, c'est tout simplement comme si des centaines de petits détails, de motifs et de figures géométriques avaient été moulés. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est pratiquement le cas dans chaque complexe dont nous avons parlé aujourd'hui. Et combien d'autres ruines oubliées de ce genre sont dispersées à travers l'Inde? Non, il s'agissait définitivement ici d'une production de masse de tels éléments. Et c'était assez simple à réaliser parce qu'il y avait la technologie du niveau correspondant. Dans la pièce contenant le lingam, il y a une dalle similaire et j'attire votre attention sur le socle du lingam. Et quant au bloc du plafond ici, il est tout simplement au-dessus de tout éloge. Le énigme des Vimana. Dans le contexte de l'Inde, je ne pouvais pas ne pas aborder la question des Vimana. Vous avez peut-être entendu parler d'un texte tel que le Vaimanika Shastra, qui décrit en détail la construction de chars volants à bord desquels se déplaçaient les souverains et les généraux. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu toutes ces images amusantes et ces descriptions d'armes avec lesquelles les Vimana infligèrent des dégâts aux troupes ennemies. Cependant, je vais vous décevoir. Le Vaimanika Shastra est un livre écrit par un médium autoproclamé nommé Subbaraya Shastri en 1918 par le biais, attention, de l'écriture automatique. L'auteur affirmait que le texte lui avait été transmis par télépathie par le sage de l'Inde ancienne Bharadwaja. C'est-à-dire que l'auteur a très probablement tout inventé, du moins la majeure partie du livre. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, il était à la mode dans le monde entier de créer des livres par cette méthode.
Rappelez-vous ne serait-ce que de Blavatsky et d'Elena Rorisch. Mais le Vaimanika a rapidement été récupéré par des publicistes en quête de sensationnel, et de nos jours, personne ne vérifie même la fiabilité de cette source, la présentant comme une vérité védique. Mais ne vous précipitez pas pour vous décevoir, car en réalité, il existait bel et bien des textes anciens sur les Vimanas. Et l'un d'eux est le Vimana Shastra, la science des Vimanas. Il n'existait pas à l'époque des Védas. Comme toutes les Shastras et Tantras, il est apparu dans l'Inde médiévale. Le Vimana Shastra est un recueil de mentions des Vimanas dans le Rig Veda, le Mahabharata et le Ramayana. Aucune image, uniquement des descriptions textuelles. Venons-en directement au fait, que disent ces textes sur les Vimanas. Le Rig Veda mentionne des chars célestes des dieux qui volent à travers les cieux à une vitesse incroyable, en utilisant une énergie inconnue ou une force divine. Le Ramayana décrit le Pushpaka Vimana, un char volant appartenant au démon Ravana. Et voici comment les artistes le représentaient. Le Pushpaka est décrit comme un palais aérien qui se déplace de lui-même et se pilote par la volonté divine. Voilà pour le drone. Rappelons que Ravana était considéré comme le souverain mythique du Sri Lanka, où se trouve vous savez quoi. La Mahabharata décrit les événements de la bataille de Kurukshetra, où il est mentionné que les flèches d'Arjuna qu'il tirait depuis son char pouvaient détruire des armées entières. Les Vimanas, selon les textes mythologiques, étaient créés à partir d'or, de pierres précieuses et d'autres matériaux célestes. C'est-à-dire qu'on peut supposer que le métal dont ils étaient faits coûtait très cher, ce qui n'est pas étonnant, car il devait être à la fois léger et extrêmement solide. Tant dans le Mahabharata que dans le Ramayana, les héros voyageaient sur leur Vimana à travers les cieux et vers des mondes divins, ce qu'on peut interpréter comme la possibilité de se déplacer vers d'autres planètes ou dans des dimensions parallèles. Par souci de justice, il convient de dire que dans ces mythes, les Vimanas servaient très souvent de métaphore pour l'éveil spirituel des héros et des dieux, pour la capacité à regarder un conflit en se trouvant comme au-dessus de lui, à penser lucidement sans s'impliquer émotionnellement. Cela est particulièrement bien révélé dans le Mahabharata, où le char d'Arjuna symbolise la maîtrise de soi et le contrôle intérieur, tandis que les chevaux attelés au char représentent les organes des sens et les émotions qui submergent le héros dans les moments de conflit intérieur et lui font perdre le contrôle du char. Cependant, au vu de l'ancienneté irréelle de ces textes, une question se pose à nous. Qui de l'œuf ou de la poule est venu en premier ? Est-ce que ces textes anciens métaphoriques sur le développement spirituel, basés sur des mythes antiques, se sont réellement enrichis de nouveaux mythes et de spéculations dont les auteurs voulaient trouver des ovnis dans les textes anciens ? Ou bien une guerre d'une ancienne civilisation hautement développée a-t-elle eu lieu, dont les chroniques ont ensuite été utilisées pour créer des enseignements ésotériques sur la psyché humaine, qui deviendront plus tard la tradition du yoga. Mais le plus intéressant, c'est que les deux ont très bien pu se produire. Et le point de vue a simplement changé en raison de la mutation du contexte de la réalité. Et soyons honnêtes, une telle abondance de mentions de palais volants dans les textes anciens ne témoigne que d'une chose. À l'époque des événements du Ramayana et du Mahabharata, des appareils volants existaient bel et bien. Une autre chose est que, pour une raison quelconque, la génération suivante, qui transmettait ses connaissances oralement, ne disposait plus du langage descriptif d'autrefois et se trouvait dans un tout autre contexte et à un tout autre niveau de développement. Au fait, si quelqu'un sait où l'on peut trouver une traduction du Vimana Shastra depuis le sanskrit vers n'importe quelle langue, écrivez-moi s'il vous plaît à l'adresse email dans la description de la vidéo. L'Observatoire de Kopeshwar. C'est une construction particulièrement intéressante et unique en son genre. Les colonnes ici ont un aspect légèrement différent et le mandapa n'a carrément pas de toit. Selon une version, il ne serait pas terminé. Selon une autre, c'était prévu ainsi. Au-dessus, il y a 12 éléments circulaires qu'on associe au signe du zodiaque. Une fois par an, la pleine lune se trouve exactement au milieu de la coupole, un spectacle incroyable. Impossible de passer à côté du complexe d'Amriteshwara. On y retrouve de nouveau des colonnes miroitantes, des plafonds au-dessus de toute éloge, une idole à l'intérieur du sanctuaire et des bas-reliefs représentant des Vanaras, des guerriers aux allures de singes qui ont aidé Rama dans sa bataille contre les démons. On retrouve souvent de telles représentations dans les temples indiens, et ce sont ces mêmes personnages que vous avez pu voir au Cambodge. L'ornementation extérieure, ici, donne l'impression d'avoir été conçue par une intelligence artificielle et réalisée au moyen d'une fraiseuse numérique. J'ai également prêté attention au sol.
Il y a ici des renfoncements et des traces qui ressemblent à une fusion de la roche. De quoi s'agit-il? D'une érosion naturelle due à une forte humidité, des conséquences du frottement de la pierre causées par les passages répétés ou des séquelles d'une exposition à de hautes températures. Et cette photo-ci est tout à fait curieuse. Et voici ce dont je parlais. Ici, les véritables vestiges de l'Antiquité restent souvent ignorés. Ainsi, dans la petite ville de Calgui, on peut trouver les ruines de 3 temples manifestement anciens, et même un petit temple unique situé sur l'eau. Et tous sont abandonnés et ne servent que de lieu de rassemblement pour les habitants du coin. C'est un endroit intéressant à visiter en raison de l'absence totale de tentatives de restauration de ces édifices antiques. Mais le temple de Mallikarjuna à Kuruvati a manifestement été surélevé par la suite. C'est tellement cocasse de voir la façon dont les Indiens modernes l'ont remis au goût du jour aujourd'hui, si l'on peut dire. Et une fois à l'intérieur, vous n'aurez aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un temple véritablement antique. C'est comme si Giger s'était inspiré des motifs d'ici pour créer le concept d'alien. Au fait, à tout juste 100 km de là, dans la petite ville de Soudi, se trouve un temple de Mallikarjuna pratiquement identique. Au cours de mon enquête, j'ai commencé à remarquer qu'un grand nombre de temples, selon moi très anciens, dans le sud de l'Inde, sont dédiés à Mallikarjuna. Mallika signifiant jasmin et Arjuna étant l'un des noms de Shiva. C'est ainsi que j'ai découvert une très belle légende. Shiva et Parvati avaient 2 fils, Ganesha et Kartikeya. Un jour, ils se sont disputés pour savoir lequel d'entre eux méritait de recevoir une récompense spéciale. Shiva leur proposa une épreuve. Celui qui ferait le premier le tour du monde serait le vainqueur. Ganesha, conscient qu'il ne pourrait pas faire le tour du monde rapidement, fit preuve de sagesse. Il se contenta de faire le tour de ses parents, estimant qu'ils étaient son monde à lui. Il fut donc déclaré vainqueur. Kartikeya, en l'apprenant, se sentit blessé et partit s'isoler sur le mont Krauncha. Les parents, désireux d'être aux côtés de Kartikeya et de l'apaiser, se rendirent également sur le mont Krauncha. Ils restèrent sur cette montagne où Shiva prit la forme de Mallikarjuna et Parvati celle de Brahmaramba. Cet endroit devint célèbre sous le nom de Sri Sailam, l'un des sites les plus vénérés pour le culte de Shiva. Et à votre avis, quel temple y ai-je trouvé? Eh oui, exactement le même temple proto-indien antique dédié à Mallikarjuna, autour duquel de nombreuses autres constructions ont été ajoutées dans des styles bien différents et plus modernes. Nous voyons un lien évident entre le culte de Shiva et les temples les plus anciens sur le territoire de l'Inde. Et il n'y a rien de surprenant à cela, car le shaivisme est considéré comme l'une des branches les plus anciennes de l'hindouisme, prenant ses racines dans la période pré-védique. Ainsi, pour trouver des vestiges antiques en Inde, il faut chercher en priorité les temples dédiés à Shiva et à ses différentes incarnations, tout en observant attentivement l'aspect extérieur des édifices. Maintenant que je vous ai montré tous les détails incroyables de ces temples, je peux vous dire que les historiens officiels les appellent les temples des Hoysala et les datent environ du XIIe siècle de notre ère, c'est-à-dire d'il y a 800 ans. Cependant, si l'on regarde ce qui a été construit avant les Hoysala et après eux, une question se pose. Comment un saut technologique aussi important a-t-il pu se produire en seulement 300 ans, pour être suivi d'un retour à une architecture plus primitive ? Alors, se pourrait-il que la dynastie des Hoysala n'ait fait que restaurer des vestiges antiques qui se trouvaient là bien avant eux? Parmi d'autres temples similaires, je recommande de jeter un coup d'œil à Lakshmi Narasimha à Javagal, au Temple du Soleil à Modera, au très modeste et singulier Mahadev Temple à Akana Basadi ainsi qu'au temple de Chenakesava. Aujourd'hui, nous avons exploré une partie restreinte, mais sans doute la plus fascinante d'entre eux. Il convient de noter que la majeure partie de ces édifices est concentrée dans le sud-ouest de l'Inde, dans l'état du Karnataka, et on ne peut s'empêcher de remarquer que la disposition générale de ces bâtiments, vue d'en haut, rappelle fortement celle du complexe de Kailash et de ses pareils. Comme si les anciens bâtisseurs de ces ensembles s'étaient laissés guider par une même logique et n'étaient pas séparés par un intervalle de temps si grand. Technologies Perdues. Des chercheurs venus de divers horizons ont mené une série d'études et prouvé que toutes ces colonnes cylindriques, ces bas-reliefs noirs et ces dalles d'autel d'une infinie minutie dans les temples dont nous avons parlé aujourd'hui sont façonnés à partir de 3 variétés de stéatite. Mais la question de savoir comment les bâtisseurs de l'Antiquité sont parvenus à créer de telles merveilles reste pour l'heure sans réponse. L'hypothèse du moulage de la pierre peut être immédiatement écartée. Sous l'effet de la chaleur, la stéatite se dégrade sans jamais se transformer en un liquide qui permettrait la couler.
Sa structure altérée se décompose en oxyde de magnésium, de silicium et d'aluminium, impossible à réassembler par la suite. L'analyse microscopique et chimique des colonnes des temples Hoysala démontre qu'elles sont constituées de stéatite naturelle, pur jus, sans la moindre trace de liant synthétique. Le béton géopolymère doit donc, lui aussi, être définitivement exclu. Qu'en est-il des lasers ? La stéatite peut être soumise à la gravure et au polissage au laser. C'est déjà intéressant. Mais la découper au laser serait difficile sans en endommager la structure, à moins d'utiliser un laser très délicat et peu puissant. En revanche, ce pourquoi la pierre olaire convient idéalement, c'est la découpe au jet d'eau hydroabrasif et le travail manuel. Se pourrait-il que ces dispositifs tenus par les géants représentés ici soient en réalité les têtes de coupe d'une machine à jet d'eau ? Cela expliquerait également la situation de la plupart des temples à proximité de cours d'eau ou de bassins. Cependant, il ne faut pas non plus écarter l'hypothèse que tout cela ait pu être fait à la main. La stéatite, comme nous le savons déjà, est une pierre très tendre sur laquelle on peut même faire des éclats à l'aide d'un couteau aiguisé. Théoriquement, il est donc possible de réaliser cela manuellement. Seulement, pour créer une telle quantité d'éléments d'une aussi haute qualité pour des centaines, voire des milliers de complexes bâtis à peu près à la même époque, il faudrait des centaines de milliers de tailleurs de pierre hautement qualifiés. Or, la population de l'Inde à l'époque où sont datés ces temples était de 80 millions d'habitants. Un tel pays pouvait-il se permettre autant de spécialistes de haut niveau ? Cela me semble relever du fantasmagorique. Des complexes taillés dans la roche. Sur l'île d'Elephanta, appelée en Inde Garapuri, la ville des cavernes, se trouve quelque chose d'incroyable. Ici, dans la roche basaltique, sont taillés des sanctuaires particulièrement imposants, avec des bas-reliefs très détaillés. J'aurais aimé voir à quoi tout cela ressemblait à l'époque. Et il s'agit de basalte, pas d'une quelconque stéatite. C'est d'ailleurs ici que se trouve l'une des statues de Shiva les plus célèbres au monde, haute de 6 mètres. On ressent bien l'échelle du complexe en voyant à quel point les gens paraissent petits. L'île compte 7 grottes au total, dont 2 sont bouddhistes. Le temple isolé de Dharmarajeshwara, taillé d'un seul bloc dans la roche, ressemble fortement à une version réduite et moins détaillée du complexe de Kailasa. La même technologie de construction y a été employée. Tout a été sculpté dans le roc de manière monolithique. L'accès qui y mène est lui aussi impressionnant, rappelant un peu les tunnels situés près de Lalibela en Éthiopie. Les grottes de Karla et de Baja, situées non loin l'une de l'autre, sont quant à elles considérées comme bouddhistes. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit de complexes très imposants aux solutions architecturales fascinantes. On les date des 1er et 2e siècles avant notre ère. Elles ont une apparence très mystique et sont taillées, tout comme Kailasa, dans du tuf basaltique. Il est assez inhabituel de voir des scènes de la vie quotidienne sur des bas-reliefs bouddhistes. En regardant Baja, on a l'impression que la grotte a subi une destruction délibérée, car la façade avant a presque totalement disparu. Les raisons officielles invoquées sont l'érosion et les séismes. Un peu plus loin se trouve une collection intéressante de 14 stupas. Quel était leur sens, seul leur créateur le savait probablement. Mais le rassemblement le plus célèbre de structures taillées dans la roche reste bien sûr les grottes d'Ellora. On y compte officiellement 34 édifices, sans inclure les petites cavernes et des coupes. Tous sont extraordinaires à leur manière. Des millénaires plus tard, Ellora ressemble au lieu de déroulement d'un festival d'architecture où hindous, jains et bouddhistes rivalisèrent de savoir-faire pour sculpter des bâtisses à même le roc monolithique. Par exemple, il y a ici la grotte hindoue numéro 29 qui ressemble à ceci. Elle impressionne par ses bas-reliefs uniques. Ici, nous avons Shiva tuant Andakasura et là, Ravana secouant le mont Kailash. L'entrée est gardée par ces lions amusants qui ressemblent davantage à des otaries. Au centre se trouve bien évidemment le lingam. Les grottes bouddhistes sont également bien présentes, comme la numéro 10 ou cette sorte d'immeuble qu'est la grotte numéro 12. Les jaïns se sont aussi illustrés en créant les bas-reliefs les plus détaillés et élaborés d'Ellora. Leurs édifices, numérotés de 30 à 34, se trouvent un peu à l'écart. Parmi eux se distingue la grotte numéro 30, aussi appelée le mini Kailash. Bien qu'elle paraisse inachevée et partiellement détruite, elle reste impressionnante par son allure. La tour du bâtiment numéro 32, Indra Sabha, surprend par sa finesse de détail.
On y trouve d'étranges éléments, semblables à ceux que nous avons vus sur les portes de Warangal. C'est ici, à Ellora, que se trouve le clou du spectacle, le complexe de Kailasa, la plus grande structure ancienne taillée dans la roche sur Terre. Je l'ai présentée en détail dans l'une des premières vidéos de la chaîne. Vous pouvez la regarder si cela vous intéresse. Rappelons simplement que la science officielle le date environ du 8e siècle de notre ère, simplement parce qu'auparavant, il n'existait soi-disant pas de technologie permettant aux hommes d'accomplir une telle prouesse. Pourtant, une plaque de pierre trouvée à proximité et datée du 3e siècle mentionne la construction de ce complexe comme ayant déjà eu lieu par le passé. Pour ma part, je penche pour une réalisation antérieure à notre ère, bien qu'il soit difficile de déterminer quand exactement. La grande question reste de savoir quelle technologie de construction a été utilisée ici. Récemment, l'un de mes abonnés m'a envoyé une vidéo montrant une technologie de sculpture sur pierre par laser déjà existante. Voici à quoi cela ressemble. Dans l'industrie, les graveurs laser existent depuis assez longtemps, mais ce n'est que ces dernières années que des versions portables et compactes ont commencé à apparaître. Aujourd'hui, on peut même acheter pour 300 $ un graveur d'intérieur pour matériaux tendres. En revanche, pour la pierre, il faudrait quelque chose de nettement plus puissant et plus coûteux. Et pour le temple dit de Kailasa, il aurait fallu une version encore plus puissante. Et elle aurait très bien pu exister à cette époque, si l'on cesse de penser que l'humanité n'a atteint un tel niveau de développement pour la toute première fois. Auparavant, l'analogie avec une imprimante 3D et le design d'un modèle en 3D m'était venue à l'esprit. Mais quand j'ai découvert les graveurs laser, tout est devenu encore plus évique. Et cela expliquerait même la célèbre légende locale selon laquelle le temple aurait été sculpté en une seule nuit, ce qui me paraissait autrefois n'être qu'une pure fiction. Certains chercheurs affirment que le Kailasa a été taillé dans une roche de tuf basaltique, mais cette affirmation est fausse. Une structure aussi massive en tuf n'aurait tout simplement pas survécu jusqu'à nos jours, car il est poreux, friable et principalement utilisé pour des pièces plus petites et décoratives. La réalité est que le Kailasa et tous les temples d'Ellora sont sculptés dans du basalte trappéen, qui est d'ailleurs encore un peu plus solide que le basalte ordinaire. Le basalte trappéen de cet endroit s'est formé à la suite d'éruptions volcaniques gigantesques sur le plateau du Deccan il y a environ 65 millions d'années. Le basalte ordinaire est plus jeune et se forme par l'éruption de lave à travers le cône d'un volcan, tandis que le basalte trappéen s'épanche en couches massives à travers des fissures de la croûte terrestre. Sur l'échelle de Mohs, ils ont une dureté pratiquement identique, mais le trappéen est plus ancien, plus massif et forme généralement des plateaux, ce qui est précisément ce que nous observons ici. Il reste encore énormément de mystères en Inde, et dans la deuxième partie de ce film, nous parlerons des célèbres puits à degrés, des cités antiques indiennes, des lingams et des géants de l'Inde ancienne. Merci à tous d'avoir regardé, faites-moi part de vos impressions dans les commentaires et à bientôt dans la prochaine vidéo sur les architectes perdus.